Et donc moi j'étais à côté et je n'ai rien dit. Je n'ai rien dit, je suis resté paralysé, j'ai attendu que ça se termine parce que je savais que si je défendais ma petite amie, eh bien j'allais me prendre après des reproches de la part des membres du groupe. Je me suis rendu compte que je n'étais pas vraiment moi-même quand j'étais dans ces groupes, que j'essayais moi aussi pour m'intégrer, pour en faire vraiment partie de ces groupes. J'essayais de montrer une image qui n'était pas tout à fait ce que moi j'étais vraiment. J'ai tenu des propos sexistes à propos de femmes que je connaissais ou à propos de célébrités. Et en général, c'est pas du tout une façon de me trouver des excuses. Ces propos, je les ai tenus et ils existent, etc. Mais c'était souvent sous l'influence d'un groupe ou en tout cas par volonté d'en faire partie, parce que par l'humour, par cet humour oppressif, par des blagues sexistes de très bas étage, eh ben on est accepté, on est consolidé dans ce groupe et dans ces valeurs-là. Et d'ailleurs, je l'ai vécu après, quand on finit par dire que cet humour-là, par exemple, et ce sexisme-là quotidien, ordinaire, on n'en veut plus, on ne veut plus le cautionner, et ben au contraire, on voit qu'on est vite relégué en périphérie du groupe, voire même on en est quasiment un peu exclu, puisqu'on nous fait comprendre qu'on est rabat-joie, qu'on est vraiment là, qu'on est là en train de casser l'ambiance, qu'on n'est plus tout à fait un vrai homme d'ailleurs, assez rapidement. J'ai un exemple qui m'a beaucoup marqué et qui n'a pas marqué que moi. J'ai une de mes premières petites amies, on va dire, une de mes premières relations sérieuses, où quand je l'ai présentée au groupe d'amis garçons auquel j'appartenais, les leaders de ce groupe lui ont fait passer une sorte de test d'entrée un soir. C'était une soirée tout à fait anodine, barbecue, etc. Et c'était quelqu'un d'assez introverti, assez timide. Et ils lui ont posé 1 milliard de questions. J'étais présent, hein. Ils lui ont posé 1 milliard de questions. Donc certaines étaient... assez rapidement, on est arrivé sur le terrain sexuel. Il la connaissait pas, il l'avait jamais rencontrée ou presque. Et en fait, ils lui ont fait passer comme ça une sorte de test pour voir à quel point elle était, je mets des guillemets, coincée, ou à quel point elle était au contraire détendue sur ces sujets. Et donc moi j'étais à côté et je n'ai rien dit. Je n'ai rien dit. Je suis resté paralysé, j'ai attendu que ça se termine, parce que je savais que si je défendais ma petite amie, eh bien j'allais me prendre après des reproches de la part des membres du groupe. Et après coup, quand on en a rediscuté après avec elle, une fois qu'on était juste à deux dans l'intimité, je leur ai trouvé plein d'excuses, en disant que c'était de l'humour, que c'était au contraire une façon de l'intégrer, que de toute façon ça ne se reproduirait pas. Dans ce groupe, il y a une hiérarchie qui se crée avec des leaders ou un leader, avec des suiveurs, avec des meutes qui parfois se rencontrent les unes les autres et qui se mesurent les unes aux autres. Mais à l'intérieur même d'un seul groupe, d'une seule meute, on a vraiment cette nécessité d'essayer de s'imposer et de devenir un leader, souvent par la performance, en étant celui qui va être le plus séducteur ou qui va coucher avec le plus grand nombre de filles arrivé à un certain âge, ou qui va se distinguer par la performance sportive également, puisque les moins sportifs sont souvent ceux qui sont considérés comme inférieurs dans le groupe, voire même qui en sont exclus. On a affaire à quasiment un groupe d'animaux qui vont essayer d'être les rois de la jungle en fait. Mon exemple préféré, c'est l'exemple du film Le Cœur des Hommes de Marc Esposito. On a 4 amis qui sont quadra quinca, et qui passent leur temps à aller au resto, à jouer au loto-foot, à faire des soirées, à partir en week-end, qui se marrent bien, qui parlent de leur peine de cœur, qui parlent de leur questionnement existentiel un petit peu, même si ça reste très en surface, et qui sont dans une solidarité, mais qui est vraiment sans condition. C'est-à-dire que l'un de leurs amis couche avec n'importe qui alors qu'il est en couple, et ça les fait marrer, et ils sont tout à fait... ils n'ont aucun problème avec ça, alors qu'inversement, ils ont un de leurs autres amis qui lui est trompé une fois par sa femme, et ça devient un martyr absolu, c'est une victime. On voit qu'il y a vraiment, en fait, quel que soit le comportement des uns et des autres, il y a une solidarité qui n'a pas de condition. Et puis en plus, on voit que ces hommes-là ont des compagnes ou des femmes, ils ont des enfants, et en fait, en général, toutes ces autres personnes sont reléguées hors cadre. La conclusion, c'est que notamment quand on est hétéro et qu'on dit aimer les femmes, il faut les aimer. C'est-à-dire qu'on est censé vouloir qu'elles se sentent bien, qu'elles soient heureuses au quotidien, dans la vie, qu'elles aient autant de droits que les hommes en ont, qu'elles puissent évoluer
en toute sécurité, en toute sérénité dans la société, sur tous les plans. Et qu'en fait, souvent, au nom de la solidarité masculine, au nom de cette amitié, dont d'ailleurs on peut remettre en cause le nom en lui-même, souvent on laisse tout ça de côté. Life. 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 Life.